Le 2 novembre 2025 à 23h50, 6 heures de Moscou, la Russie commettait une erreur d'appréciation fatale. Après avoir déchaîné pour un 8 milliards de dollars de destruction sur Tcherniv, le pilote russe s'exprima sur un canal ouvert, en survolant la Biélorussie. Les ravitailleurs sont parfaitement stables. Mission accomplie. Mais Moscou s'apprêtait à découvrir pourquoi ce succès était en réalité une condamnation à mort. Il semblait avoir oublié l'engagement pris par le président Zelensky une semaine auparavant. Pour chaque actif stratégique perdu par l'Ukraine, la Russie en perdrait 2. Dans exactement 32 minutes, cette promesse allait être tenue. Non pas par une autre frappe de missile, mais par l'anéantissement chirurgical de la capacité de ravitaillement en vol russe. À 22h47, depuis la base aérienne de Machulichi en Biélorussie, 2 des derniers ravitailleurs Il-60 d'X-8 Menefa, pleinement opérationnels de la Russie, s'élevaient lourdement dans le ciel nocturne. Chacun de ces stations-service volantes est estimé à 150 millions de dollars. Il transporte jusqu'à 238 000 livres de carburéacteurs TS. 1. 4 bombardiers Tu-22M3 Backfire, représentant 400 millions de dollars de puissance aérienne stratégique, assuraient l'escorte. Ce n'était pas seulement une mission, c'était une démonstration de force écrasante. À 23 juin, les 4 Tu-22M3 larguèrent un total de 16 missiles de croisière Cray-32. Ils filèrent vers Tcherniv à Mach 4. L'impact fut dévastateur. 3 hangars abritant des systèmes HIMARS furent pulvérisés par des explosions secondaires. 2 radars de contre-batterie AN, divisés par TPQ-53 de fabrication américaine, furent définitivement réduits au silence. En moins de 5 minutes, l'Ukraine avait subi pour un 8 milliards de dollars de dommages. Les bombardiers russes, leur travail terminé, entamèrent le virage pour revenir vers l'espace aérien russe. Mais leur mission n'était pas achevée. Les Tuving 2 assoiffés devaient faire le plein pour rentrer. Les 2 ravitailleurs Il-60 d'X-8 se mirent en position au-dessus du sud de la Biélorussie pour les ravitailler. Ils se croyaient invulnérables, opérant sous la couverture protectrice des défenses aériennes d'une nation amie. Ceci constituait leur 2e erreur fatale de la nuit. Le rapport de dommages de Tcherniv atteignit le bureau du président Zelensky à Kiev. Après un moment de silence, son ordre au commandant des forces armées fut froid et d'une précision chirurgicale. Opération Oz Sniper 2 est autorisée. Laissez le commandement tactique libre sur le timing. L'ordre se répercuta dans un bunker souterrain à Tcherniv. Le général leva les yeux de son écran. Il attendait ce signal depuis la soirée du 1er novembre. Pendant 2 jours, ses ressources avaient attendu parfaitement immobiles. C'était une embuscade numérique stérile, orchestrée à 16 000 pieds au-dessus de la Terre. Les 6 drones Leica, sentelles des fantômes dans le froid de la haute altitude, observaient depuis des heures. À 0h12 du matin, ils virent le mouvement. L'escadre aérienne russe amorça sa descente prévisible à 15 000 pieds pour le ravitaillement. À travers l'objectif thermique d'un Leica, un point chaud apparut sur l'aile gauche du ravitailleur de tête. La perche de ravitaillement chauffait à 410 degrés Fahrenheit, 210 degrés Celsius. La mèche était allumée. Profondément en dessous, dans le silence glacé de la forêt de Nurovla, 8 drones Baykar TB2 se mirent en mouvement. Sur l'écran radar de la batterie SQ-400 à Baranavichi, 4 cibles à haute priorité apparurent subitement filant vers l'espace aérien souverain. Le protocole automatisé du système prit une décision logique, mais fatale. 28 secondes plus tard, le ciel se déchira tandis que 28 intercepteurs 4-8N6DM étaient lancés en salve. Chaque missile coûtait plus cher que l'escadron de leurs Ukrainiens entiers. Les intercepteurs suivirent leur trajectoire, et un par un les 4 leurs creux furent vaporisés dans des éclairs brillants. Le sacrifice était complet. 56 millions de dollars de la meilleure défense aérienne russe venaient d'être échangés contre des coquilles volantes d'une valeur de 40 000 dollars. La batterie SQ-400 était désormais significativement épuisée. Ces opérateurs fixaient les tubes de lancement vides, se demandant où était la 2e vague. Mais cette feinte servit un second objectif. L'unité Pantsir-Son locale, qui suivait également les leurs, ouvrit le feu avec ses canons de 30 mm. Elle vida ses chargeurs en quelques secondes, créant la fenêtre de rechargement critique de 30 secondes sur laquelle les planificateurs ukrainiens avaient misé. Les menaces au sol neutralisées, il ne restait plus que l'escorte de chasseurs. Personne ne pouvait prévoir la manœuvre suivante. La solution arrivait déjà de la stratosphère. Lancé près de Kharkov à 0,25, un missile balistique ukrainien RIM-2
atteignit ses coordonnées exactes à 0,28. Il n'explosa pas par la force brute. Au lieu de cela, il détonna à 17 000 pieds précisément au-dessus de l'île, 78 de tête. Il libéra une ogive à double effet. D'abord, 200 fragments de tungstène déchiquetèrent l'air créant un nuage de parasites, reflétant les radars. Mais la véritable arme était une impulsion électromagnétique localisée EMP. Pour les pilotes de chasse russes, le monde devint blanc. Les systèmes électroniques délicats de leurs radars AESA avancés furent momentanément saturés. Leurs écrans furent inondés d'un bruit blanc. Ils furent rendus aveugles et sourds pendant exactement 12 secondes. De l'obscurité en contrebas volant à seulement 150 pieds au-dessus du sol forestier, les 4 drones Baykar réels commencèrent leur ascension finale. Il s'agissait d'une exécution synchronisée menée par 4 pilotes ukrainiens. Le premier drone, le TB-20, frappa par le nord. Son laser désigna un minuscule point invisible sur le moteur numéro 2 de l'Il-78 de tête. Pendant 2 secondes angoissantes, le faisceau fut maintenu puis son missile MAM-L fut largué. Il frappa le moteur, perça la nacelle déchiquetant les aubes du ventilateur. Il transforma cette pièce d'ingénierie de 15 millions de dollars en une ancre traînante inutile. Le ravitailleur massif subit une violente embardée à pleine vitesse, chutant instantanément. C'était désormais une cible blessée et prévisible. Presque simultanément, le TB-202 porta le coup le plus délicat. Venant du nord-est, son laser désigna le couplage en acier, renforcé où la perche du Tu-20 2 secondes arrimait au tuyau du ravitailleur. Son missile agit comme une lame à grande vitesse cisaillant la connexion. Un geyser de carburéacteur s'échappant à 180 gallons par minute fut instantanément atomisé. Cela créa un nuage de vapeur massif et hautement volatile qui commença à envelopper le ravitailleur blessé. La scène était prête. Le carburant était la mèche. Il ne manquait plus que l'étincelle. Venant du sud, le TB-203 la fournit. Son laser trouva le réservoir auxiliaire de l'aile gauche de l'Il-78. Celui-ci était maintenant enveloppé dans son propre nuage de carburant. Son missile MAM-L était différent. Son ogive était chargée d'explosifs puissants qui détonèrent à l'impact, allumant la vapeur de carburant en une boule de feu à 420 degrés. Mais le plan ukrainien était encore plus impitoyable. Il tenait compte du deuxième ravitailleur dont l'équipage observait l'horreur. Le TB-204, approchant par l'ouest, désigna le réservoir auxiliaire de l'aile droite. Son missile était déjà parti une police d'assurance pour assurer l'annihilation totale. Les 3 premiers missiles arrivèrent dans la même fraction de seconde terrifiante à 00 H28M30S, exactement 0,8 secondes après que la perche du Tu-22 eut établi un contact complet. Les lois de la physique prirent le relais. L'ogive thermitique détonna. Son étincelle trouva le nuage de carburant. Ce n'était pas un incendie normal. Il s'agissait d'une explosion de carburant-air, explosion thermobarique. L'air lui-même devint la bombe. 238 000 livres de carburéacteurs s'enflammèrent dans une explosion air-carburant massive. L'île, 78 de tête, fut littéralement effacée. La colonne vertébrale de l'avion se brisa au niveau du cadre 42, le déchirant en deux. L'épave en feu tomba du ciel à un angle de 47 degrés, entraînant avec elle le Tu-23 encore arrimé. Il n'y eut aucune échappatoire pour le second Il-78. L'onde de choc de l'air surchauffé de la première explosion, un véritable mur de feu, le submergea. Cela se produisit au moment exact où le 4e missile perça son réservoir d'ailes. Le résultat fut une réaction en chaîne catastrophique. À 00 A28M4, 2S, une deuxième explosion encore plus vive blanchit le paysage, transformant la nuit biélorusse en un jour terrible et momentané. Les pilotes de chasse russes, dont les écrans s'éclaircissaient enfin après l'EMP, ne virent qu'un enfer grandissant là où se trouvait leur ravitailleur. Pendant un instant, il n'y eut qu'un silence stupéfait. Puis la colère brute s'empara d'eux. Un MiG-30 et un numéro 217 tira un missile longue portée, R-37M, à 00H, 28M, 38S. Son radar encore en récupération ne parvint pas à accrocher la cible solidement. Le missile manqua sa cible fantôme de 18 000, environ 29 km. Un Su-35 numéro 04 tira un missile 9M96E 2,7 secondes plus tard. Dans le chaos, son autodirecteur accrocha le plus grand morceau de débris en chute, une aile brûlante du premier Il-78. Il la détruisit inutilement.
Cependant, un troisième pilote à bord du Su-35 numéro 07 fit preuve d'un sang-froid supérieur. Il ignora les retours radars massifs des épaves en chute. Il savait que les coupables seraient petits bas et en fuite. Son imageur thermique scanna la sombre ligne d'arbres en contrebas à la recherche d'un scintillement de chaleur. Il en trouva un, le TB204. Le drone qui avait neutralisé le second ravitailleur fut le dernier à se dégager. Sa trajectoire d'évasion fut une fraction de seconde plus lente. C'était juste assez. Le pilote russe vit la fugace signature thermique plonger vers la forêt. Il engagea son flanqueur dans une plongée rapide. Au lieu de gaspiller un missile sur une petite cible, il réduisit la distance à 800 mètres. Puis il ouvrit le feu avec son canon GSH 301. Une rafale d'obus de 30 mm déchira l'air à 3 fois la vitesse du son. Le TB204 fut instantanément vaporisé, ne laissant qu'un nuage de fibres de carbone et d'électronique. Un petit éclair secondaire dans la nuit simple note de bas de page de l'incendie principal. Au moment où le pilote russe redressa son appareil, c'était terminé. 3 des 4 Baykars ukrainiens s'étaient fondus dans la canopée de la forêt. Un seul ne reviendrait pas. Un prix modique mais amer pour un coup de maître stratégique. Le champ de bataille numérique se tut. Mais l'onde de choc stratégique ne faisait que commencer à se propager. Les dégâts immédiats furent catastrophiques. 2 ravitailleurs Il-78 Menefa détruits. 2 bombardiers Tuving 2-3 entraînés avec eux comme dommages collatéraux. Un total de 560 millions de dollars d'équipements aéronautiques de pointe russe réduits à de la ferraille brûlante dans un champ biélorusse. Mais le véritable coût ne se mesurait pas en dollars. Il se mesurait en paralysie stratégique. Avec la destruction de ces 2 appareils, la Russie se retrouvait avec moins de 8 ravitailleurs Il-78 opérationnels sur l'ensemble de sa force mondiale. La flotte d'aviation à longue portée, la fierté du Kremlin, fut effectivement paralysée. Elle avait perdu la capacité de frapper des cibles à plus de 400 000, environ 640 km de profondeur en Ukraine. Ce n'était pas un revers temporaire. C'était une castration stratégique effective pour 6 mois. Pris de panique, les ravitailleurs russes restants furent immédiatement évacués vers la sécurité d'AMS au fond de la Sibérie. Mais le cauchemar du Kremlin ne faisait que commencer. L'opération Oz Sniper n'était que l'acte d'ouverture d'une nuit de représailles à l'échelle nationale. Tandis que les ravitailleurs brûlaient en Biélorussie, le reste de la Russie était systématiquement démantelé. À des centaines de kilomètres à l'est, 40 drones longue portée Lyut frappèrent la raffinerie de pétrole de Ryazan, l'une des plus grandes de Russie. Son unité de distillation primaire fut transformée en une colonne de feu visible à 50 miles, environ 80 km de distance. Simultanément près de Voronej, un autre essaim de drones contourna les défenses aériennes locales. Ils frappèrent l'usine Electron, une installation clé produisant des systèmes de guidage pour drones. Cela éventra les lignes d'assemblage avionique. Enfin, à Briansk, la frappe fut la plus chirurgicale de toutes. Un drone explosif unique ne visa pas un bâtiment, mais le poste de traction alimentant la principale ligne de chemin de fer vers le front. Il ne détruisit pas les rails. Il coupa simplement l'alimentation, paralysant tous les transports militaires pendant plusieurs jours. Il ne s'agissait pas d'une série d'attaques isolées. C'était un assaut coordonné sur plusieurs fronts, ciblant le système nerveux de la machine de guerre russe. Le contre-coup politique fut tout aussi rapide. À 4h11 du matin, le président Loukachenko appela Poutine furieux. Sa question était simple. Vous m'aviez assuré que mon espace aérien était sûr. La nouvelle de cette frappe spectaculaire électrisa les alliés de l'Ukraine. Les États-Unis et la Pologne annoncèrent conjointement un nouveau plan d'aide de 5 milliards de dollars. Il accélérait les livraisons de missiles Attack-MS et de 300 drones Switchblade 600. Regardons le bilan final. L'opération fut lancée en réponse à une attaque de 8 milliards de dollars contre l'Ukraine. Le coût total des actifs dépensés pour exercer cette vengeance, y compris le missile balistique, les munitions intelligentes et le drone perdu, fut d'environ 8,5 millions de dollars. Pour ce prix, l'Ukraine infligea 560 millions de dollars de pertes matérielles, directes à la Russie. C'est un retour sur investissement de plus de 65 contre 1. Même les meilleurs fonds spéculatifs de Wall Street ne peuvent égaler une telle rentabilité. Cette bataille prouva une nouvelle loi de la guerre moderne. Le vainqueur n'est pas le camp avec les jets les plus chers.
C'est celui qui peut transformer une fenêtre de vulnérabilité de 0,8 secondes en 6 mois de paralysie stratégique. Et ce avec 4 faisceaux laser et 4 petites bombes. Mais cette nouvelle loi de la guerre ne fut pas seulement une leçon théorique. Elle déclencha une bousculade géopolitique immédiate et frénétique. Humilié et stratégiquement acculé, Poutine fit un geste qui criait le désespoir. Le 6 novembre, seulement 3 jours après l'oblitération de ses précieux ravitailleurs, le Kremlin annonça qu'il acceptait un contingent de volontaires de la Corée du Nord. Précisons ce que cela signifie. 10 000 soldats nord-coréens seraient utilisés comme chair à canon sur les lignes de front. 5 000 ingénieurs de combat seraient employés pour reconstruire frénétiquement les infrastructures que les drones ukrainiens effaçaient systématiquement. C'était un aveu mondial de pertes catastrophiques en effectifs. Poutine importait désormais des soldats de l'État, paria le plus isolé du monde, juste pour maintenir ses lignes. Cette décision alluma également une nouvelle poudrière en Asie, mettant la Corée du Sud et le Japon en état d'alerte maximale. La réponse de l'Occident fut immédiate et décisive. Mais leur décision n'était pas uniquement basée sur le succès spectaculaire de l'Ukraine dans les airs. Ils observaient également la brutale réalité sanglante sur le terrain. Près de Pokrovsk, les forces russes avançaient toujours utilisant la masse brute du XXe siècle pour grignoter 34 000 carrés de territoire par semaine. Elles payaient un prix sanglant et horrible pour chaque mètre conquis. Voyant cette dualité, la brillance ukrainienne contre la force brute russe, les États-Unis et la Pologne n'hésitèrent pas. Ils annoncèrent leur plan d'aide conjoint de 5 milliards de dollars. Il était parfaitement adapté à cette nouvelle réalité. 300 Switchblade, 600 pour saigner l'avance russe au sol, et les missiles Attack-MS à longue portée nécessaires pour reproduire des frappes stratégiques comme l'opération Oath Sniper à une échelle encore plus grande. Mais ce fut le Premier ministre suédois Ulf Kristersson qui articula la nouvelle réalité européenne. S'exprimant le 6 novembre, il appela à l'isolement permanent et à long terme de la Russie par l'UE et l'OTAN. Son message était sévère. Il ne s'agissait plus de négocier la fin de la guerre. Il s'agissait de construire un mur permanent militairement, économiquement et politiquement autour d'un État voyou. Il réclama l'arrêt total et définitif de tout gaz russe et une nouvelle ère de dépenses de défense européenne. Les lignes étaient tracées pour une confrontation générationnelle. Ainsi, les événements de début novembre ont clairement marqué une ligne dans le sable. D'un côté, le Kremlin recourt aux attaques par vagues humaines et aux alliances avec des royaumes ermites. De l'autre, l'Ukraine prouve que l'avenir de la guerre appartient à ceux qui peuvent innover, s'adapter et transformer la plus grande force de l'ennemi en sa faiblesse la plus catastrophique. Le prochain chapitre reste à écrire et ces nouvelles armes joueront un rôle crucial. Ceci nous amène à la question stratégique du jour. Si vous étiez le commandant ukrainien recevant cette nouvelle aide, quelle serait votre priorité? Utiliseriez-vous les Attack-MS pour lancer davantage d'attaques de type Oath Sniper, paralysant la logistique russe en profondeur? Ou déploieriez-vous les Switchblades et les munitions de précision pour stopper l'avance russe à Pokrovsk en premier lieu? Faites-nous part de votre choix stratégique et de votre raisonnement dans les commentaires ci-dessous. Au revoir pour l'instant.